seconde émission spéciale d'On refait le Mac consacrée aux 40 ans du Mac en compagnie de Bertrand Serlet. Ce Français, considéré comme le papa de macOS 10, a dirigé la division logicielle d'Apple de 1997 à 2011. Il nous révèle en exclusivité la genèse de l'OS moderne du Mac à partir de NextStep, comment dans le plus grand secret il a porté macOS 10 sur puce Intel et a accompagné les premiers pas de l'iPhone avant de porter un regard sur le Mac aujourd'hui et son avenir. Sans oublier un hommage à son mentor Steve Jobs avec qui il a étroitement collaboré pendant près de 15 ans et qui a marqué sa vie. Seconde partie donc d'une interview d'une personne très rare dans les médias, emplie de révélations exclusives, jamais lues ou entendues, du moins jusqu'à aujourd'hui. Le Mac. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire, une émission à nouveau exceptionnelle cette semaine, la 501e épisode d'On refait le Mac. Nous célébrons, vous le savez, le 40e anniversaire du Macintosh qui a été lancé le 24 janvier 1984. Et parmi le cycle d'émissions qu'on a prévu, nous avons la chance pour ce deuxième épisode consacré à Bertrand Serlet. Nous recevons Bertrand Serlet. Bonjour Bertrand, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Olivier. Bertrand, on va le rappeler quand même parce que c'est important de le souligner pour les plus jeunes d'entre vous qui nous regardez. Ils ne sont pas très nombreux, on le disait déjà la semaine dernière, les personnes qui ont vraiment évolué au cœur du réacteur Apple entre 1997 et 2011. C'est votre cas, vous étiez le vice-président senior en charge de la plateforme technologique et notamment de macOS 10. Vous êtes l'un des papas de macOS 10. On va parler notamment aujourd'hui de l'arrivée de l'OS moderne au sein du Mac. Et ce formidable vent nouveau qui va souffler du côté de Cupertino, à votre initiative et bien sûr celle de Steve Jobs. Encore une fois, merci infiniment d'avoir accepté de notre invitation. Pas de chroniqueur, vous le savez, pour ces deux émissions spéciales qui vous sont consacrées, Bertrand. On voulait vraiment vous donner le maximum de temps de parole. Mais Laurent et Christophe vont intervenir, vous allez voir, dans cette émission, par l'intermédiaire de questions qu'ils ont enregistrées rien que pour vous. Et enfin, un salut particulier aux membres du Club ORLM. Vous le savez, c'est la version premium de notre chaîne. En vous abonnant, vous soutenez ORLM et ses équipes. Et en contrepartie, l'émission est accessible rien que pour vous 24 heures en avance, en direct. Vous êtes aussi invité à assister aux enregistrements ici au Village Baissé à Paris. Toutes les infos sur notre chaîne YouTube ou en scannant ce QR code. Et puis, vous avez peut-être entreaperçu le magnifique petit logo des 40 ans du Mac que notre ami Christophe Degrave nous a réalisé rien que pour vous. Et il y aura une déclinaison de ce logo dans notre boutique, donc n'hésitez pas à acheter des goodies de notre émission. Il y aura la déclinaison des 40 ans du Mac, des t-shirts, des mugs et des jolies casquettes. Faites-vous plaisir, c'est une belle manière de nous soutenir. Bertrand Serlet, flashback, nous sommes, on l'a dit, le 20 décembre 1996, on l'a dit la semaine dernière. Et qu'est-ce qui se passe le 20 décembre 1996? Nous étions arrêtés là la semaine dernière. Apple rachète Next pour 429 millions de dollars. L'aventure de macOS 10 commence. Gros chapitre, mon cher Bertrand, consacré à la genèse de macOS 10. En préambule, donc, vous le disiez déjà un petit peu la semaine dernière, on vous a tout de suite mis en première ligne à l'initiative de David Tavanian. On va revenir sur la personnalité de David Tavanian au sein d'Apple. Mais avant de parler du chantier, en préambule, Bertrand, comment s'est passé l'accueil des responsables de Next au sein d'Apple? Le déménagement, ça s'est passé comment? J'étais bien sûr super excité pendant toutes les vacances de Noël à préparer comment on allait mélanger NextStep et macOS. Et donc le 2 janvier, je me présente au bureau de Cupertino. Infinite Loop. À Infinite Loop. Et je dis, où est mon bureau? Bien sûr, rien n'était prévu. Et donc il me donne un bureau. Et en fait, c'est depuis ce jour-là, je suis jamais retourné travailler dans les locaux de Next. L'équipe de Next qui a été intégrée au sein d'Apple a progressivement s'est relogée au cours de l'année. Mais moi, à partir du 2 janvier, j'étais là. Alors, vous étiez très excité. Je vous posais la question la semaine dernière de savoir si vous n'étiez pas un peu déçu de voir quelque part disparaître Next avec le rachat d'Apple.
C'est tout le contraire, parce qu'il y avait une frustration finalement que tous les efforts, tout le travail que vous aviez fourni pour Nextstep ne soit pas plus connu du grand public. Oui, on avait fait de la bonne technologie, des bonnes applications au sein de Nextstep. Et donc là, c'était l'espoir qu'il y ait beaucoup, des millions d'utilisateurs. Bon, c'était un espoir, je dirais, euh, avec une probabilité. Je la mettais à moins de 50-50 que ça marche, parce que Apple n'était pas en meilleure forme à cette époque-là. Oui, il faut rappeler que à ce moment-là, Apple était pas très très loin de la faillite et ça encore s'aggraver dans les semaines et les mois qui vont suivre. Quand je vous disais quel accueil a été fait, c'est pas évident d'intégrer une entreprise. C'est pas évident d'arriver dans des équipes qui sont là depuis des années, qui sont un petit peu les gardiens du temple, j'imagine, pour macOS, et s'imposer et imposer une autre vision. Ça a été justement facile de louvoyer, de se faire accepter. Ah, ça a été très intense. J'ai hérité, à Next, je dirigeais WebObjects, j'avais une équipe d'une vingtaine ou une trentaine de personnes, et du jour au lendemain, on m'a parachuté une équipe de 200 à 300 personnes que je connaissais pas du tout, et un organigramme. Une équipe d'Apple. Une équipe d'Apple et un organigramme aussi, qui était un organigramme assez bizarre parce que tous les nœuds de l'organigramme, ou presque tous les nœuds, avaient TBH, ce qui veut dire il faut embaucher quelqu'un pour ça. C'est-à-dire il n'y avait plus de manager dans l'organigramme, sauf tout en haut. Il y avait quelqu'un tout en haut. Donc je me suis dit il faut que je rencontre cette personne qui maintenant travaille pour moi. C'est lui qui a dû être en charge des différentes aventures qui n'avaient pas marché. Et on joue au jeu de se donner. Il est en vacances, on met des messages sur le téléphone, je rentre dans 15 jours, etc. Et finalement, après 3 semaines, je le rencontre. Et je m'aperçois que c'était simplement un caretaker, c'est-à-dire quelqu'un qui était là pour en attendant qu'on embauche quelqu'un dans cette position-là. Donc, il n'était pas du tout vraiment le responsable de l'équipe. Un happiness manager, on va dire ça. Voilà. Donc, il faut rappeler, si vous avez, encore une fois, je vous invite à regarder l'émission de la semaine dernière parce qu'on a quelque part vous a révélé, ou du moins on a pris conscience que Nextstep, on pensait que c'était vraiment le joyau, le système d'exploitation de Next, c'était vraiment le joyau de Next, et qu'Apple naturellement a racheté le joyau, mais en fait, il était décidé plutôt de le mettre sur une boîte garage chez Next. Donc à la fois, donc ça c'est déjà une chose qu'on n'avait pas pris conscience ici, On fait le Mac, et merci de nous l'avoir raconté. Et au-delà, ça veut dire que les gens qui vous avaient aidé à le construire n'étaient plus forcément au sein de Next. Et puis Apple, il fallait aussi tout reconstruire. Donc c'était une double problématique, j'imagine, pour vous à cette période-là. Ah, absolument. Le nombre d'ingénieurs qui travaillaient sur l'operating system était moins d'une dizaine à l'époque. Waouh. À Next. Oui, d'accord. Et chez Apple, ils étaient un peu plus nombreux. Alors justement, est-ce que vous avez tout de suite, vous l'avez dit, réfléchi, vous avez annulé vos vacances de Noël pour venir en France, je vais réfléchir à quelles pourraient être les pistes, et puis certainement porter un regard sur ce que faisait Apple à l'époque. Vous avez réalisé un état des lieux de macOS 7 à l'époque. Il y avait beaucoup de lacunes, ce système d'exploitation. Oui, alors on a pris le choix à l'époque de bien sûr construire sur la couche Unix Mac de Nextstep, et au-dessus de ça de prendre la couche Coco, enfin qui plus tard s'appellera Coco, qui était donc un Objective-C pour faire les applications. Mais on s'est dit qu'il faut quand même incorporer le Mac, et donc on va modifier l'interface utilisateur pour que ça soit l'interface utilisateur du Mac de macOS 7. En fait. C'est le premier projet. Donc ça a été le premier projet. Donc il n'y a pas de changement, de rupture d'habitude de la part des utilisateurs. Voilà. On change les fondations, mais pas l'interface graphique. Voilà. Donc même interface graphique, à l'intérieur c'est différent. Et aussi on rajoute cette technologie qui avait été développée au sein d'Apple, qui s'appelait Classic, qui est donc la possibilité de faire tourner des vieilles apps, des apps qui ont été écrites pour le système 7 ou même avant, et de les faire tourner sur quelque chose de moderne. Donc ça, c'est le projet Rhapsody, donc Unix, Mac, Coco et Classic pour faire tourner les applications. Alors, on a une question de Christophe, on va la diffuser dans un instant à propos de Rhapsody, justement. Mais un petit mot quand même sur macOS 7. Moi, j'étais utilisateur à l'époque, et utilisateur grandement frustré de devoir
de voir que Windows d'un côté et Microsoft avaient rattrapé largement et même devenait plus compétitif que le Mac et que le système d'exploitation du Mac était vraiment dans une impasse. Moi, je me souviens, moi j'ai commencé mes aventures de journaliste à l'époque et on travaillait sur Mac, la presse était équipée de Mac et le nombre de plantages qu'on avait à répétition, la gestion de la mémoire qui était quand même très particulière. On sentait vraiment un système d'exploitation en fin de course. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est principalement parce que toutes les applications tournaient ensemble, dans le même adresse space sur le plan technique. C'est-à-dire qu'on plantait une app, on plantait tout. plantait tout. Voilà. Et donc, les apps, ça meurt de temps en temps parce qu'il y a des bugs. On ne peut pas écrire du code sans avoir de bugs. Et donc, chaque bug plantait toute la machine. Et donc ça, c'était conceptuellement réparé par l'introduction d'Unix qui sépare les process, qui sépare les applications. Alors, question justement de Christophe à propos du projet Rhapsody, l'ancêtre de macOS 10. Alors ça, je vais faire signer par Bertrand. Ça aussi, en fait, je vais faire signer par Bertrand également. Et ça, ouais, non, ça, je vais pas faire signer par Bertrand, ça. Bertrand, quel était votre plus grand défi lors du développement des systèmes d'exploitation de Apple? Et surtout, comment avez-vous fait pour le surmonter? Merci beaucoup. Je pense que le plus grand défi, c'était culturel. C'était tous les ingénieurs. Apple avait de très bons ingénieurs. Mais bien sûr, Unix, c'était quelque chose de différent et il y avait un manque de confiance qu'on allait y arriver, c'est-à-dire faire un nouvel operating system. Ça avait déjà été essayé 3 ou 4 fois au sein d'Apple et ça n'avait pas marché. Donc il y avait un manque de confiance. Donc pendant les 6 premiers mois, ça a été difficile. Il y a des gens qui sont partis, qui se sont dit ça va pas marcher, je pars. Il y a des gens qui disent Unix, ça marchera jamais, on peut pas faire une bonne interface utilisateur avec Unix, je Parce pars. que Unix, dans l'esprit du grand public et des professionnels du développement de l'époque, c'était un outil vraiment B2B, un outil professionnel pour les gros serveurs à son travail. Ouais. Absolument. Ça ne pouvait pas être dans un micro-ordinateur. Absolument. Et vous avez prouvé le contraire. Et le plus gros handicap, ça a été donc lorsque vient WWDC, où on voulait avoir présenté les développeurs Microsoft et Adobe comme étant Très vite, on donc board 6 mois, 7 mois après à l'acquisition. bord de Rhapsody, et ils n'ont pas voulu. Adobe en particulier a dit non, on veut pas faire Coco. Aïe. Et donc après WWDC, on continuait, mais c'était Compliqué. un challenge. Et c'est à peu près à ce moment-là que Steve est revenu et Steve a dit, donc en début de l'été, Rhapsody, ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il faut que les développeurs aient une continuité. Il faut trouver un moyen de faire ça. Alors, rappelons encore une fois le concept de Rhapsody par rapport au macOS 10 aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été modifié par rapport à Rhapsody? Donc Rhapsody, quand on est utilisateur, on peut faire tourner les applications, mais c'est dans la boîte classique. Donc ça a les mêmes problèmes qu'avait le vieux Mac, c'est-à-dire une application crash, tout crash. Voilà. Pour les développeurs, il faut réécrire leur application, il faut réécrire Photoshop et le réécrire à la librairie Coco au lieu de la librairie originelle du Mac, donc les API. Alors, qu'est-ce qui a été changé à ce moment-là par rapport à la réflexion de Steve? Alors Steve a dit qu'il faut trouver un moyen d'avoir une continuité avec les développeurs. Et donc, j'ai passé l'été avec quelques proches pour regarder quelles étaient les options. Et on a trouvé au sein d'Apple qu'il y avait ce projet QuickTime. Okay. Et QuickTime était pour faire des petites vidéos, tout ça. Mais QuickTime avait été porté sur plusieurs operating systems. Il avait été porté sur le Windows, il avait été porté sur des systèmes Unix. Et donc on s'est aperçu qu'au sein de QuickTime, il y avait une couche qui émulait les appels de la Mac Toolbox sur Unix. Donc on s'est dit, on va partir de ça et on va donc faire une couche qui conservera tous les investissements des développeurs, mais qui tournera sur notre operating system. C'est-à-dire qu'à la fois, on n'a pas besoin de redévelopper l'application, mais on bénéficie de toutes les avancées, toute la sécurité, la stabilité d'Unix, notamment sur la gestion de la mémoire. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui s'est appelé Carbon.
Carbone, bien sûr. qu'on a démarré donc en début 98 et qui a bien sûr permis à toutes les applications, dont Photoshop, de venir sur C'est-à-dire que le là, Mac OS Adobe 10. notamment, qui était très réticent, n'avait pas besoin de redévelopper, du moins tout de suite, et avait un peu plus de temps Voilà, intégralement sur voilà. l'application, qui fonctionnait aussi bien sur feu macOS 7, 8, 9, on va en parler tout à l'heure, que sur macOS 10, enfin le futur macOS 10. On n'a pas parlé d'une personne qui était un peu difficile à ce moment-là, avec qui vous travaillez. Votre patron à l'époque, c'était Avi Tavanian. Voilà, qui était Avi Tavanian concrètement? Donc, Avi Tevanian, c'était mon manager quand j'étais à Next, et c'est passé durant la transition, c'était mon manager quand j'étais à Apple. Et Avi est quelqu'un qui est très fort au niveau de stratégie, au niveau de comprendre les tendances de l'industrie, et qui donc a dirigé le projet. C'est lui qui a poussé Steve pour dire il faut une X et Mac au sein de Next Step, et Apple a bien sûr dit il y a aucun choix possible. Avi dirigeait tout le software et a dit à donc toute l'équipe il n'y a aucun choix possible, c'est une X et Mac. Alors, il a fallu également convaincre, j'imagine, Steve Jobs et peut-être beaucoup de responsables d'Apple, de miser sur un système en partie open source. C'était aussi le début de l'open source et l'émergence des choses comme Linux. Pourquoi ce choix de l'open source, qui n'est pas partout, bien sûr, hein? Avoir des fondations qui sont open source donne un avantage colossal sur plusieurs plans, notamment la sécurité. Parce que comme c'est open source, il y a plein de développeurs qui vont regarder le code, et en particulier les parties qui sont délicates sur le plan de sécurité, et qui vont réparer les bugs, qui vont trouver les bugs et les réparer. Donc, quand on a une couche basse qui est open source, on va très vite corriger tous les bugs de sécurité. Quand on a quelque chose closed source, il y a 2, 3 personnes qui vont regarder les points critiques. Donc, évidemment, ça n'a pas du tout la même sécurité. Donc c'est à la fois une force pour... alors c'était pas forcément la sécurité un problème sur Mac, parce que le Mac avait, de par sa faible part de marché, et quasiment pas de virus et d'attaques à l'époque majeures. C'est l'avantage de ne pas être un acteur majeur à ce moment-là face à Microsoft. C'était un gros problème pour Microsoft en revanche, donc c'était un vrai argument en plus par rapport à la plateforme de Redmond. Parlons, vous en parliez tout à l'heure de l'interface, Bertrand. Il n'y a pas eu il y a eu d'abord la velléité d'adapter, vous l'avez dit, dans Rhapsody, l'interface de macOS 10 qu'on la connaissait, et en fait de changer les fondations. Il n'y a pas eu non plus de velléité d'adapter l'interface de Next pour Alors, Mac? donc en début de 98, on a commencé à avoir ce plan carbone, et Steve a dit OK, c'est bien, vous avez adressé le problème numéro 1, qui est la continuité pour les développeurs, la continuité des applications. Maintenant, Adobe peut avoir une application carbone, ce qu'ils l'ont d'ailleurs montré à WWDC 98. Mais c'est un operating system nouveau. Il faut qu'il apparaisse comme étant quelque chose de frais, On ne peut pas juste nouveau. faire une continuité On ne peut pas macOS. juste prendre maintenant, l'interface utilisateur du Mac, à cette époque-là, commence à être vieillotte. On ne peut pas prendre ce truc vieillot, il faut faire un changement. Et c'est ça qui a conduit à quoi? Alors justement, c'est vrai que l'interface de macOS avait très peu évolué au fil du temps, hein, depuis l'arrivée du système 7 et du temps de Jean-Louis Gasset, et l'arrivée de la couleur, la génération de la couleur, elle avait que très peu évolué. Comment êtes-vous arrivé à créer justement, quel était le pitch à l'époque, et qui était derrière cette magnifique interface qui a été très belle? Alors, les 3 personnes clés derrière Aqua, c'est Steve, bien sûr. Il a été toujours dans tous les meetings pour revoir Le design, l'interface. l'interface, c'était sa grande design. passion, hein. Scott Forstall, qui a été un leader de plein de morceaux, dont Carbone d'ailleurs, mais aussi quelqu'un qui a beaucoup de goût pour l'interface utilisateur. Qui deviendra l'un des pères fondateurs d'iOS plus tard. Absolument. Et la 3e personne qui a été clé dès le départ, c'est un jeune Hollandais qui s'appelait Bas Ording, et qui est venu visiter Apple, je ne sais plus exactement quelle année, 98, 99, et qui avait développé quelques démos de choses qui ressemblaient à quelque chose de mécanique, mais en virtuel. Et cette démo a été montrée à Steve, et Steve a dit il faut l'embaucher. Et donc,
je me rappelle, on avait proposé un certain salaire parce qu'il sortait d'une école. Et Steve a dit, ah non, 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 pas du tout, il faut lui donner $100 000, ce qui à l'époque était beaucoup. J'imagine. Et c'est Pourquoi ce qu'on a Steven n'a fait. pas investi dans la presse à l'époque, dites-moi. Bref, et donc ça veut dire qu'il n'y avait pas forcément un regard il y a beaucoup, on sait qu'il y a une importance du design chez Apple, dans le matériel notamment, ça fait l'ADN d'Apple. La division design d'Apple n'est pas intervenue sur le design de macOS à l'époque. Les Jonathan Ive notamment. L'une des premières choses qu'a fait Steve, c'est de laisser partir tous les gens qui faisaient de l'interface utilisateur après le rachat. Parce qu'il considérait qu'il n'avait pas fait Du bon boulot. Donc on partait pratiquement de zéro. Et les designers matériels n'intervenaient pas sur le logiciel. C'est des choses séparées. C'était des choses séparées. On a une question justement à propos de l'interface de notre ami Laurent Pantanach. Bertrand, je voudrais commencer par vous remercier. Vous remercier parce que j'ai eu un Apple II et ensuite j'ai quitté le monde Apple. Je n'ai jamais trouvé que macOS 7, 8, 9, le ruban, tout ça était un OS digne d'être utilisé. Je trouve que ça plantait, c'était complexe. Et un jour, fin 2001, début 2002, on m'a montré macOS et j'ai dit waouh, le Mac mérite de l'intérêt. Et donc j'ai migré, je suis passé. Donc voilà, c'est mon deuxième, il s'appelle Mac LP2. Je l'ai gardé parce que je l'ai vraiment aimé et depuis, je n'ai jamais quitté l'univers Apple pour une raison simple, c'est macOS. Je trouve que macOS, c'est vraiment la force. Donc merci. J'ai une question pour vous. Dans macOS, quand on lançait QuickTime, on avait la possibilité de réduire la fenêtre tout en laissant la vidéo tourner et la miniature de la vidéo tournait dans le dock. C'est juste génial, c'est subtil. Certains diront que c'est inutile, mais c'est magnifique. Comment est-il possible d'avoir autant d'idées géniales que ça dans un OS? Comment était décidée la création de ce genre de fonctionnalité? Oui, alors ça, c'est pas un hasard, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé. Et lorsque le dock a été fait avec le Genie Effect, où ça s'ouvrait, qui rentrait dans le dock. C'était donc quelque chose qu'on regardait. On avait un meeting tous les lundis après-midi où on passait 3-4 heures avec Steve à regarder le design. Et celui qui a fait le dock, John Larch, faisait très attention à tous ces détails et pour que ça soit flashy. Et c'est important d'être flashy. Alors regardez, petit flashback, l'interface ressemblait à quoi bien sûr à l'époque. Moi ce qui m'avait frappé évidemment c'est la transparence des fenêtres et des menus qui étaient vraiment, qui faisaient vraiment un effet wow. Il y avait l'anti-crénelage du texte, des images. Des animations, des boutons qui clignotaient, qui vibraient, qui vivaient, qui respiraient, ces petites gélules de l'époque, et puis des icônes en 3D, et des millions de couleurs dans le système d'exploitation, c'était pas si courant. Et puis l'arrivée d'un dock, vous le disiez à l'instant, mon cher Bertrand, qui est peut-être l'héritage de l'interface de Next. Absolument. On avait très clairement cette idée en tête qui était le dock façon Next Step marchait bien. Et donc on voulait recréer quelque chose, modernisé, mais qui marche encore mieux. Alors on a une nouvelle question de notre ami Laurent Pantanach. Vous avez eu la chance, l'honneur, diront certains, de travailler avec Steve Jobs. On sait l'implication qu'il avait dans les produits. Quelle était l'implication qu'il avait dans l'OS? Alors, toutes les semaines, on regardait l'interface utilisateur de toutes les apps, tout ce qui est visible pour l'utilisateur. Et on passait pratiquement une demi-journée. Le lundi, c'était la journée Steve, puisque le lundi matin, j'étais à l'executive team, donc le comité directoire, donc toute la matinée, et tout l'après-midi sur la revue du design. Et il y a beaucoup de façons de faire des produits, mais la façon qu'avait Steve et qu'a toujours Apple, je crois, c'est de démarrer avec l'interface utilisateur. C'est-à-dire, on fait d'abord ce qu'on veut présenter à l'utilisateur, et puis ensuite, en parallèle ou après, on fait marcher le truc. Et donc, on utilisait Photoshop, Director, des outils habituels pour évaluer l'interface utilisateur. Et quand l'application commençait à marcher, là, on présentait l'application et on revoyait l'application et on regardait à chaque pixel, est-ce que c'est correct?
Ah, il n'avait pas qu'un rôle, je dirais, critique ou de chef d'orchestre. Est-ce qu'il a eu des idées concrètes de choses qu'on retrouve aujourd'hui dans macOS Ah 10? oui, absolument. Bah, c'était c'était un petit groupe la composition du groupe variait. Il y avait toujours Scott et Scott Bass. Forstall, Puis au cours des années, il y en a eu d'autres. Mais Steve participait et bien sûr, les idées de Steve, il y avait quand même beaucoup de bouteilles dans l'informatique. c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, revenons au chantier du portage de Next Step sur puce PowerPC. C'était la principale difficulté à l'époque. C'était vraiment une difficulté de porter Next sur puce PowerPC. Et au-delà, vous avez fait un choix. euh, oui, pardonnez-moi, parce qu'il était conçu qu'il n'était pas conçu pour la pub PowerPC. J'y suis arrivé à l'origine, hein. Est-ce que c'était vraiment une difficulté de ce portage? Non, ça n'a pas été très difficile parce que Next Step, le code de Next Step était prêt à supporter différentes architectures. Donc ça, c'était pas un challenge. Non, le challenge, c'était euh, d'avoir Carbon. OK, parce que la toolbox du Mac était compliquée. Donc l'émulateur, c'est pour simplifier, en gros. Voilà. Ouais. Et puis aussi, on modernisait toutes les couches. Et en même temps, on faisait d'autres changements. Par exemple, on a changé toute l'architecture graphique en dessous, puisque Next Step utilisait Display PostScript, on est passé à quelque chose de différent, Core Graphics. On changeait aussi les versions de l'OS. Enfin, tout était un peu en mouvement en même temps. Et donc, vous parliez de Carbone à l'instant. Donc, vous avez fait le choix d'un émulateur pour permettre et rassurer à la fois les utilisateurs et les éditeurs de pouvoir faire tourner leur système et leurs applications historiques classiques sur le Mac. Revers la médaille, c'est que qui dit émulateur dit une performance moindre. C'était Ah oui, mais Carbone n'était pas émulé, Carbone était natif. C'est-à-dire que la couche Carbone, les API de Carbone, qui étaient très proches des API du Mac classique, étaient implémentés en natif sur PowerPC. donc il n'y avait pas ce phénomène qu'on a vécu lorsqu'on est passé de la puce 68000 à la puce PowerPC où il y avait véritablement on avait certes une machine dernière génération ultra puissante, mais on perdait ses performances avec l'émulation. Là, c'était pas forcément le cas. Ça a été compliqué. Vous en parliez en amont déjà les premiers contacts avec Adobe notamment pour les convaincre d'adopter macOS 10. Non seulement il fallait convaincre, mais il fallait faire venir de nouveaux éditeurs, j'imagine. Oui, C'était l'enjeu à l'époque, hein. Et ce dont il faut avoir confiance, c'est que à l'époque, donc au début des années 2000, le Mac était en chute, Perte de vitesse, il y avait ouais. en perte de vitesse. Donc il y a eu de nouveaux utilisateurs macOS 10, mais il y en avait pas encore assez pour compenser les départs de macOS 9. Donc il y a une période de quelques années qui était, Difficile. qui était très difficile. Et c'est seulement vers les années 2003-2004 qu'il y a eu beaucoup plus d'utilisateurs et que donc la courbe générale est remontée. Et puis il y avait un acteur qui était majeur, qui était Microsoft à l'époque, avec Microsoft Office, hein, qui était, si on n'avait pas Microsoft Office sur une plateforme, on ne vendait pas d'ordinateur. Et il y a eu vraiment un accord décisif qui a été arraché par Steve Jobs à ce moment-là, Absolument. à son retour lorsqu'il a pris les commandes, on va en parler dans un instant, Voilà. d'Apple, où il a négocié le portage et sur plusieurs années, l'assurance que Microsoft porte sa suite Office, qui était vraiment un blanc-seing pour l'avenir important. Absolument. Et cet été-là, Steve a pris un grand nombre de décisions tous azimuts. Donc il y a eu ce deal avec Microsoft Et pour Bill avoir Gates, Office. on se souvient de la keynote avec Bill Gates et à avoir Boston, ouais. un investissement de Microsoft. Il y a 500 eu millions de dollars, ce qui était il y a eu considérable. ce départ de Rhapsody et pour faire ce qui est devenu macOS 10. Il y a eu aussi la simplification du hardware parce que Apple, à l'époque, avait une quarantaine de modèles différents de Mac et il a réduit ça à un truc très simple, donc qui faisait très sens pour les acheteurs. Le cadre magique. Voilà.
Mais il y a eu aussi le iMac qui a démarré comme étant un terminal bête pour des réseaux. Internet. Internet. Ouais. Non. Non. Avant ça, c'était un terminal Le qui était prototype. connecté à un serveur macOS 10 serveur, et qui était juste un terminal pour les écoles, pour les Un entreprises. network computer. Un qu'on network appelait. computer. Hmm. Bon, et Steve a dit, j'aime beaucoup l'apparence. Il y avait déjà le design qu'on Il y connaît avait aujourd'hui. déjà le design d'iMac. D'accord. J'aime beaucoup l'apparence, mais j'aime pas que Ça, que je ça soit l'apprends, vous voyez, encore une que fois, ça soit j'apprends. connecté Ok. à un serveur. Et donc, ce que je voudrais, c'est en faire un Mac. Et c'est devenu l'iMac. Et ça a été un succès exceptionnel. Les gens se sont mis sur l'Internet pour la première fois avec l'iMac. Et ça a été en fait le début du redémarrage financier. C'est-à-dire que ça a permis d'attendre que la Mac OS X puisse se généraliser, parce qu'on était encore sous Mac OS classique à cette époque. Et ça a permis de mettre sur orbite Mac OS X, parce qu'il y a 6 millions d'exemplaires d'iMac qui ont été vendus. Ça a été un formidable ballon d'oxygène. Et l'expression hardware du renouveau d'Apple, vous êtes occupé du renouveau logiciel. Autre pari que vous avez fait à ce moment-là, je ne sais pas si c'est ça à ce moment-là, mon cher Bertrand, c'est le chantier secret de l'adoption de la puce Intel. Le choix de tout compiler sur x86 dès le départ, Oui. qui va vous permettre 10 ans plus tard d'adopter la puce Intel sur les Mac, qui avait été également un oui, formidable alors booster ça, des ventes de Mac. Ça, c'est arrivé dès 97, dès le départ. Ouais. Avi a dit, Avi Tavanian. Avi Tavanian a fait un édict. Tout code que l'on a sur macOS sera compilable sur PowerPC et sur Intel. Sauf classique, on avait une liste d'exceptions qui devait être approuvée par moi et Avi, qui étaient des exceptions, des choses qui ne marchaient que sur PowerPC, donc classique. Mais ça, donc les ingénieurs étaient, je dirais, près de la révolte vis-à-vis de ça, quand leur code, le code qu'ils écrivaient ne marchait pas sur Intel, était rejeté par notre système. C'était presque épidermique. Il y avait pendant longtemps une guerre avec IBM, culturelle. Voilà. Et puis il y avait après avec Intel. Mais c'était, on était tous très clairs, c'est une police d'assurance pour le cas où un jour on aurait peut-être besoin de changer de processeur. Et ce jour-là a fini par arriver. 10 ans plus tard. À peu près 10 ans plus tard. Et donc 2005. On a switché. 2004-2005. Voilà. Et oui, parce que le PowerPC était dans une impasse et que IBM n'avait pas forcément tenu ses promesses avec le G5. Donc il y avait une volonté déjà et une vision d'Avi Tevanian notamment de se dire que potentiellement on s'achetait une assurance vie et permettre l'arrivée d'une puce Intel. Et donc les développements ont été faits depuis le macOS 10, depuis 97 jusqu'à l'arrivée de la puce Intel simultanément sur PowerPC et sur Intel. Pour nous, c'était une vraie surprise. On ne s'y attendait absolument pas. Je me souviens encore de cette conférence à la WWDC. On avait tous le menton qui touchait par terre lorsqu'on a vu débarquer sur scène le patron d'Intel, j'ai oublié son nom. Paul Otellino. Paul Otellini, voilà. Otellini, c'est ça. Voilà. Oui, non, ça a été quelque chose qui s'est préparé parce qu'on a vu bien sûr la roadmap d'IBM qui ne bougeait plus, qui était flatline. Ouais. Et donc, un an avant que ce WWDC sorte Intel, donc en 2004, il était clair qu'on allait switcher, mais on n'avait pas signé de deal. Et le deal a été signé avec Paul Otellini et Steve en février. Il y avait très peu de gens qui étaient au courant, une dizaine de personnes, et on a pris un certain nombre de décisions, dont on allait fournir aux développeurs AWDC une machine, un PC, pour les aider à développer leurs applications Intel. Et donc ces machines, il fallait les construire, parce qu'on ne voulait pas que ça soit un PC standard, parce qu'on ne voulait pas que le Mac puisse marcher, le Mac OS, sur un PC standard. Donc on a construit nos propres PC, et on ne pouvait pas les faire construire à l'extérieur. Donc on a réuni les gens de mon équipe qui faisaient le Unix et Mac, donc une vingtaine de personnes, et on les a envoyés dans un atelier Apple secret pendant quelques week-ends pour construire, je crois que c'était 5000 machines pour les développeurs à la main. Donc bien sûr ces gens-là étaient dans le courant, puisque tous les gens qui travaillaient sur la fondation étaient au courant. Donc il y a eu
plusieurs centaines de personnes qui, arrivant Incroyable. avril, étaient au courant. Le jour de l'annonce de WWDC, je ne sais plus exactement à quelle heure démarrer, les portes étaient ouvertes, je crois que c'était 10 heures, et à 9 heures, tous les gens qui intervenaient à la WWDC ont été réunis, et on leur a annoncé qu'on switchait à Intel Ouais, c'était une une heure vraie avant fête. avant le show. Mais le secret a été gardé pendant plusieurs mois par plusieurs milliers de personnes en finale. Bon, c'était pas forcément prévu la question, mais sur la politique du secret, c'était vraiment déterminant, cet effet de surprise et ce petit moment de célébration qui était chaque keynote qu'animait Steve sur scène. Absolument, absolument. Il y avait une politique de secret parce que le secret donne une spike, que je ne sais plus comment on dit en français, un pic, Un pic. et qui donc intéresse les gens. S'il n'y a pas de secret, les gens sont moins intéressés. Et c'est vrai qu'on est un peu frustré aujourd'hui avec tous les leakers qu'il y a autour d'Apple, de presque tout savoir avant le début d'une keynote, c'est un peu dommage. Il faudrait qu'on arrive à avoir cet effet surprise. Moi, c'était une vraie récréation de commenter une keynote de Steve et voilà, on a l'impression d'être un enfant devant un sapin de Noël. Mais avant d'arriver justement à l'adaptation de la puce Intel, il va vous falloir quand même plusieurs années, Bertrand, pour proposer la première version officielle de macOS 10, macOS 10 Server. Il a fallu attendre le septembre 2001, près de 4 ans et demi de développement quand même. C'est long, 4 ans pour pouvoir arriver à la première version de macOS, depuis 97. Euh, Pour un utilisateur, après pour un ingénieur, je ne sais C'est pas. long, mais il y avait beaucoup de choses à faire. Et la première version qui a été lancée en mars 2001, 10.0, n'était pas vraiment utilisable. On le savait, elle était bien trop lente. Et donc, ce qu'on a fait entre mars et septembre, la première version utilisable 10.1 était en septembre, c'est de Qui est la travailler... vraie première version de macOS. Voilà. Enfin, non, c'est la deuxième, mais c'est la première utilisable par les utilisateurs. Ouais. Avant, Et c'était donc, pour les serveurs. on s'est focusé sur les performances, simplement. Donc pendant ce temps-là, donc pendant ces 4 ans et demi, voire plus, vous ne mettez pas fin à la version historique de macOS et vous travaillez en tout cas Apple, à la faire évoluer et nécessiter de régler des problèmes chroniques de stabilité du système historique. Donc il y a eu aussi des développements qui ont été faits pour améliorer le système historique et attendre que l'enfant prodigue puisse voler de ses propres ailes. Absolument, absolument. Il y a eu macOS 8 qui a été fait en parallèle. Et Avi Tevanian avait un manager qui s'appelait Stephen Glass, qui était en charge donc de l'ancien macOS, qui a développé macOS 8 et macOS 9, qui est donc concurrent concurrent sur le plan du temps avec macOS 10. Mais c'était nécessaire. Don Climac a permis de gagner du temps aussi et mettre sur orbite macOS 10. Il a fallu rassurer, conserver la base historique d'utilisateurs qui était dragouillée et évidemment intéressée par le monde PC où il y avait un large éventail de logiciels et une stabilité qui manquait au système du Mac à l'époque. Windows 95 a été un raz-de-marée, un tsunami terrible pour le Mac à l'époque notamment. macOS 10 aura besoin encore de temps pour maturer et je dirais soit adopté par l'ensemble des utilisateurs de Mac. Je me souviens que beaucoup d'utilisateurs continuaient malgré que macOS du soir là a démarré sur macOS 9. Il faudra plusieurs générations pour que les utilisateurs abandonnent complètement macOS 9. Ah oui, oui. Ben, les choses prennent toujours un certain temps avec les utilisateurs, les développeurs. Donc après 10.1, Cheetah, Puma, la première vraie version qui a vraiment connu un beau succès et les gens vraiment ont commencé à abandonner en masse macOS 9, c'était peut-être Jaguar en 2002. Oui. Je dirais que c'était Jaguar. Et c'est cette année-là, regardez, que Steve Jobs décide de mettre en terre macOS 9 avec une scène assez hallucinante au Moscone Center en 2002, où il dépose la boîte de macOS 9, regardez, dans un cercueil. Alors, c'est pas du meilleur goût, mais c'était la fin officielle en 2002, officiellement, d'un pan historique du Mac, la mort de macOS 9. Plus de développement, Absolument. terminé. C'était une mort symbolique. Ouais. Et c'est à peu près à ce moment-là que vous avez également succédé à Avi Tevanian au poste de direction du département Mac Software Engineering. Oui, c'est, je crois, 2003, oui. Donc vous avez pris la direction du logiciel, on peut dire, chez Apple, pour Voilà. résumer de macOS. Il y a eu une hésitation, c'est quand même un poste à responsabilité. Vous le disiez, on ne compte pas ses heures, c'est Apple. Et dans quelles circonstances ce poste vous a été proposé, si on peut raconter?
Steve m'a appelé dans son bureau et m'a dit Avi veut faire autre chose. J'ai été très surpris. Et il m'a dit je veux que tu reprennes l'équipe. Ma première chose qui m'est venue à la tête, c'est que Steve allait être mon manager direct. Je Aïe. serais plus protégé par Avi. Aïe, aïe. Et donc j'ai dit peut-être que ça devrait plutôt être Scott Forstall. D'accord, donc vous êtes plutôt mis en retrait. Mais Steve a dit non, je veux que ça soit toi. Bon, donc j'ai dit oui. De toute façon, je ne pouvais pas dire non. Ben oui, je me dis bien. Bien. Et c'est là que vous êtes, entre guillemets, un petit peu rentré dans la lumière, un peu beaucoup même. On vous a entreaperçu plus d'une fois et participé à de nombreuses keynotes pour dévoiler une nouvelle monture de macOS 10. C'était en marge des WWDC. On regardait quelques extraits de Bertrand Serlet et qui nous présentait les nouvelles versions de macOS 10 en compagnie de Steve. I'd like to bring up Bertrand Serlet. Thank you. 2 years ago at WWDC, we thought we'd poke a little bit of fun at the folks in Redmond who were still working on Longhorn. So we hung in the hallways of the conference those big banners that said, "Redmond, start your photocopiers." It was all a joke, but they actually took it seriously. Alors, ces grandes messes technologiques étaient les keynotes, avaient une importance toute particulière au sein d'Apple, hein, c'était son ADN, et Steve en particulier. Est-ce que vous avez quelques souvenirs, quelques moments, j'imagine difficiles de préparation, alors vous travaillez main dans la main avec Steve, des coulisses de ces moments qui étaient tout particuliers et d'une extrême tension, hein, j'imagine, pour vous, à ce moment-là? Oui, c'était une période toujours très intense, les 2 mois avant WWDC, parce que il y avait le travail ordinaire, donc continuer à faire progresser l'OS. Il y avait aussi des choix importants qui allaient faire, parce que de quoi on va parler, de quoi on va pas parler, qui déterminaient en fait le produit. Parce que ce qu'on démo, il faut le finir, il faut le productiser. Ce qu'on démo pas, peut-être ne va pas être dans le produit. Et puis, il fallait préparer une présentation. Il y a une année où, à peu près 2 mois avant WWDC, Steve est parti en vacances. Et il est parti pour 1 mois. Et donc, j'ai préparé mes présentations et on avait décidé que j'allais parler de Vista pour le comparer à macOS 10. Avec une petite pointe Avec d'ironie. un petit peu d'ironie. Mais ça, c'était une toute petite section. J'avais une grosse section qui était les nouvelles fonctionnalités de macOS 10. Et donc, Steve revient de vacances quelques semaines avant le départ de WWDC et je veux voir tout ce que vous avez prévu. Donc, il demande à Phil Schiller de faire sa présentation, à Scott de faire sa présentation et je fais mes 2 présentations. Alors, c'est toujours un exercice très difficile de faire une présentation sur scène avec dans l'audience une seule personne, c'est Steve, qui bien sûr n'est pas connu pour être un critique léger. Oui. Et donc je fais mes 2 présentations, la partie Vista et la partie macOS 10. Et Steve dit Bertrand, la présentation Vista c'est très bien, je veux que tu refasses exactement la même chose sur scène, mais la partie macOS 10 non, c'était pas intéressant, enlève. Ouais, Et donc cette année-là, j'ai fait la présentation Vista à WWDC. Bon, puis j'avais une keynote technique, bien sûr, l'après-midi. Oui, et ça a fait de belles keynotes, effectivement. Nous avons, je crois, une question de Christophe de Grave qui vous est adressée. Salut Bertrand. J'ai une question pour vous. Comment voyez-vous le futur des systèmes d'exploitation dans 10 ans? Ciao. Petite question, cher Bertrand. Je pense que si on enlève l'intelligence artificielle, il n'y a pas grande raison pour changer beaucoup de choses. Donc le taux de changement est assez faible. Mais l'intelligence artificielle change tout.
parce que on peut bien sûr avoir des modes d'interaction beaucoup plus sophistiqués avec une machine qui est intelligente. Jusqu'à présent, jusqu'à l'an dernier, les ordinateurs, c'était des machines bêtes qui faisaient exactement ce qui avait été programmé. Avec des technologies LLM, Large Language Model, genre ChatGPT, on peut faire des choses radicalement différentes. Et il y a déjà quelques explorations qui sont faites avec des produits sur le marché. Alors avec le recul, de toutes ces années, de développement autour de macOS 10, c'était, j'imagine, assez intense, toujours la tête dans le guidon, et surtout des renouvellements de systèmes d'exploitation quasiment tous les ans. C'est inimaginable, quoi. Oui, mais on avait développé au cours des années un process, une façon de faire les releases qui les rendent prédictibles. Au début, on démarre en début de release avec un très large éventail de possibilités. Et ce qu'on cherche, c'est les features qu'on appelle tentpole, les star features, ceux qu'on va marketer. Donc, il n'y en a pas beaucoup, il y en a une demi-douzaine en général. Mais on ne sait pas ce que c'est au début. Donc, on essaye plein de choses. Et puis, petit à petit, on réduit et on met l'emphase sur les choses qui vont réellement être des tentpoles. Et puis, il y a tout le reste, bien sûr, des choses qu'on veut faire qui progressent en parallèle. Alors après Jean-Marie Hulot, la semaine dernière, je vous invite vraiment à regarder l'émission de la semaine dernière et puis regarder l'émission qu'on a fait il y a quelques années, on l'a retrouvée sur notre chaîne YouTube qui était consacrée à Jean-Marie Hulot, donc l'un de vos mentors. On va s'intéresser à un autre de vos mentors. Ce n'est autre que le papa du Mac, bien sûr, Steve Jobs. Steve Jobs et moi, comment ne pas évoquer Bertrand, Steve Jobs, dont la coloration vous a marqué, j'imagine, à vie. On vous a vu notamment avec lui lors des grandes messes, des keynotes. Souvenez-vous, allez, un petit souvenir particulier de votre première rencontre avec le fondateur d'Apple, le cofondateur d'Apple. Oui, ma première rencontre, c'était pour l'interview à Next. Donc, cette interview, Donc l'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche. J'avais fait l'entretien d'embauche avec les ingénieurs, tout un tas de personnes, Avi Tevanian notablement. C'était Jean-Marie qui m'avait emmené pour faire ça. Et la dernière personne que je voyais, c'était Steve. Alors, je m'attendais à des questions, des questions poussées sur ma connaissance de l'informatique ou quelque chose comme ça, mais pas du tout. C'était juste quelques semaines avant l'introduction du Cube Next, et Steve m'amène dans un bureau et il dit je vais te montrer le Cube Next. Et la première chose que fait Steve, c'est lancer un terminal, le terminal qu'on retrouve sur le Mac, et donc terminal Unix. Je suis très surpris parce que je ne m'attends pas à Steve à lancer une application à travers le terminal. Et il démarre une application musicale qui joue de la musique. Et il choisit un morceau de musique classique qui n'est pas du tout ce que j'aime. J'ai horreur de la musique classique. Moi, c'est plutôt top 40. Et bon, il est là en silence, en train d'écouter ce truc. Et à la fin, il dit c'est magnifique, qu'est-ce que tu en penses? Oui, bon. Et puis, l'interview s'est arrêtée là. Il avait autre chose à faire. Et il Je est me souviens parti. d'un souvenir, on l'a diffusé la semaine dernière, de l'entretien d'embauche de Jean-Marie Hulot. Il nous avait raconté. Jean-Marie nous racontait que Steve aimait bien pousser un petit peu dans les limites, tester lors de ces moments forts, les mettre un peu en difficulté et puis derrière les rassurer, évidemment. Mais il aimait bien mettre un petit peu, stresser un petit peu ses collaborateurs parce que c'est dans la tempête qu'on révèle les capitaines, c'est ça en fait l'idée? Oui, bien sûr. Mais le Steve au début de Next est très différent du Steve des années Apple. Ouais. Il y a eu beaucoup de maturité. Les années Next, il y a eu autant de succès que d'échecs. Next, ça n'a jamais été un succès commercial. Et Steve a beaucoup appris. Et quand on regarde le parcours, quand Steve revient d'Apple,
il n'y a pratiquement aucune faute. C'est un parcours sans faute. Alors que quand on regarde les années Next, ou même avant Apple 1, je dirais la première version d'Apple, il y a quand même des erreurs. Par exemple, se faire virer d'Apple. Ouais, donc il avait vraiment appris, et il le dira même dans sa biographie de Walter Isaacson, que la meilleure chose qui soit arrivée, c'est d'avoir été viré d'Apple. Parce que voilà, il a appris énormément et ça lui a remis certainement les pieds sur terre. Vous disiez tout à l'heure en préambule que vous aviez un temps hésité à prendre le poste de direction de macOS 10 parce que vous étiez sous la tutelle de Steve. Ça veut dire quoi d'être sous la tutelle de Steve en termes de difficultés au quotidien? Quelques jours après, j'ai eu le premier coup de fil de Steve où j'étais dans ce poste. Et j'ai compris lors de ce premier coup de fil que maintenant, j'étais accès direct et que à tout moment, je pouvais avoir une question sur, je ne sais pas, un utilisateur qui se plaint de quelque chose qui est cassé dans l'OS, ou bien la dernière idée géniale qui s'avère être une très mauvaise idée ou une très bonne idée. et ça variait en fonction du temps. En particulier quand Steve était en vacances, c'est là qu'on savait que le téléphone allait sonner parce qu'en vacances, il était impatient. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'horaire, ça peut être n'importe quelle heure du jour et de la absolument. nuit. Et évidemment, les week-ends, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc quand on reçoit un appel à tout moment de Steve, il faut être prêt. Et on peut pas prédire ce qui va arriver. Donc il faut être toujours prêt, donc il faut être relax. Alors, revenons sur la vision produit de Steve Jobs et quel impact il a eu sur la genèse des produits clés d'Apple. Vous nous en avez déjà délivré de belles anecdotes dans cette émission. Est-ce qu'il y en a une autre qui vous revient spécialement de vraiment, un peu comme ce qu'on a pu lire autour de l'iPhone, où il a, par exemple, voulu absolument que l'iPhone soit tel qu'il est aujourd'hui? Absolument. Donc l'iPhone, c'est pareil. Chaque interface, chaque pixel de l'interface utilisateur pour l'iPhone 1 et l'iPhone 2 a été revu par Steve dans les meetings de l'après-midi, du lundi après-midi. Steve contrôlait les produits à travers l'interface utilisateur. Donc certains produits qui n'avaient pas d'interface utilisateur particulière ou qui n'étaient pas le centre d'intérêt, Steve ne regardait pas du tout. Par exemple, le produit macOS 10 Server, qui a finalement été arrêté quelques années, mais qui pendant longtemps était sur la gamme des produits. Steve n'a jamais voulu en entendre parler. Il m'a dit une fois pour toutes, ce truc-là, tu le fais toi-même. Je veux pas en entendre parler. Je veux pas que j'ai des complaintes d'utilisateurs, c'est tout. Mais à part ça, je veux pas en entendre parler. Il y a un exemple concret, Bertrand, de sa vision de l'iPhone, une décision majeure qu'il a prise, qui a fait que l'iPhone est un succès aujourd'hui, dans la conception hardware, je parle peut-être. Ah ben, au départ, l'un des choix, c'était combien de boutons il y allait y avoir. Et sur l'iPhone version 1, il y avait un bouton pour le pouce. C'était avant l'écran tactile qui permettent de faire bouton. Et bon, j'oublie les boutons sur le côté. Il fallait clairement des petits boutons pour tourner le silencieux et des choses comme ça. Mais le bouton principal, il n'y en avait qu'un. Et ça, c'était un débat. C'était un débat dans l'user interface. Moi, il me semblait que l'une des choses qu'on voulait faire avec un téléphone, c'était téléphoner. Et donc, il fallait avoir un bouton pour prendre les appels. Steve a complètement démonté cette idée. Il était complètement opposé à ça. Il n'y a eu qu'un bouton. Steve avait raison, bien sûr. En fait, maintenant, on est à 0 bouton et c'est encore mieux. Et en fait, aussi, l'iPhone sert relativement peu à téléphoner et beaucoup plus à faire autre chose que téléphoner. Donc Steve était complètement raison, mais c'était un débat. C'est-à-dire que un débat assez court. Et au-delà, il y a eu vraiment des décisions majeures qui ont été prises en amont de la création de l'iPhone. C'est sur le multitouch, je crois, qui n'était pas forcément destiné à l'origine à l'iPhone. L'interface et les écrans multitouch. Réservé à un device qui était l'iPad. Oui. Qui aurait pu sortir avant l'iPhone. Oui, ce qui a permis de faire une interface utilisateur agréable, par exemple le pinch et le zoom qu'on fait toujours quand on utilise un iPhone, c'est le multitouch. Et donc, dès que Steve a entendu parler de cette technologie, a poussé pour avoir des écrans multitouch.
Mais au départ, les chercheurs, les gens qui travaillent autour du multitouch chez Apple ne le destinaient pas à un téléphone. C'est exact. Le premier prototype multitouch était un iPad. Et le Bas Ording, donc l'artiste dont j'ai parlé, a fait une démo d'une interface utilisateur pour manipuler les photos qu'il a montré à Steve lors d'un meeting le lundi après-midi. Et Steve a dit, c'est très bien, mais il faut que vous développiez un clavier. Parce que avec rien que des photos, ça reste un appareil niche. Donc un On clavier parlait de l'iPad. sur l'écran. Hein. D'un clavier sur l'écran. Pas du tout un clavier façon BlackBerry, vous l'aurez compris. Voilà, un clavier sur l'écran. Et donc, l'équipe de Scott Forstall a passé près d'un an à essayer différents claviers, jusqu'à temps qu'il y en ait un qui marche, c'est-à-dire on tape sur du verre et ça marche. Il faut voir que c'était une idée qui semblait peut-être saugrenue à l'époque, de taper sur du verre, taper sur un écran. Et il y avait des écrans monotouch où on pouvait pas avoir ce genre de précision. Et le jour où on a eu un clavier qui marchait sur l'iPad, Steve a dit, bon ben maintenant vous essayez de le réduire en taille. Et ça a pris très peu de temps, ça a pris une semaine. Donc le lundi d'après, on a montré un écran qui était réduit en taille. Steve l'a essayé, ça marchait bien. Et c'est ce jour-là que Steve a dit, bon ben maintenant on va démarrer officiellement le projet iPhone. Tout est parti du clavier. Voilà. C'est marrant. Finalement, on s'aperçoit à vous écouter, mais on se doutait, au-delà de la personnalité de Steve Jobs, que finalement, dans le succès de l'iPhone, il y a beaucoup de travail et de choses qui sont issues de macOS 10. Vous avez porté macOS 10 sur téléphone. Absolument, absolument. Donc toutes les couches basses, et encore de nos jours, c'est le même operating system, c'est le même Unix, c'est le même Mac, c'est le même code qui est à la base de l'iPhone et du Mac. Les couches hautes qui sont les Cocoa Touch, donc les API pour programmer des applications iPhone, sont différentes du Coco sur le Mac. Mais il y a encore un certain partage entre les deux. Alors, vous rappeliez à l'instant votre souvenir de la décision de Steve Jobs de se lancer à fond dans l'iPhone et le portage donc, de macOS 10 sur le téléphone. Et Steve vous demande à l'époque de confier à Scott Forstall vos meilleurs développeurs de macOS 10. Est-ce qu'il n'y a pas eu à ce moment-là une sorte de frustration, d'abord de confier vos meilleurs collaborateurs finalement? Pas du tout. Et quelque part, qui aurait pu tout. manquer au Mac. Oui, non, je savais que ça manquerait au Mac, mais c'était clairement la bonne chose à faire, parce que je pense que toutes les personnes comme Scott, moi-même et Steve, Avi, étaient très clairs que c'était là qu'il y aurait une expansion colossale. Et très rapidement, en 2010, une étape supplémentaire est franchie par Apple en lançant, au-delà d'iOS, sa propre puce, la 4, qui va équiper le Mac 10 ans plus tard. Est-ce que, à cette époque, Bertrand, puisque vous étiez encore au sein d'Apple, cette décision elle a été prise, bien sûr, quelques années auparavant, au moment de la genèse du premier iPhone, mais est-ce qu'il y avait déjà dans l'idée de Steve et dans votre tête une roadmap qu'un jour, cette génération de puces pourrait équiper le Mac? Non, les choses sont beaucoup plus incrémentales, mais il était clair que l'intégration verticale marche bien. C'est ce qui a été le moteur d'Apple depuis de nombreuses années. Donc c'était une démarche très logique. Et puis vient le moment où Steve quitte Apple dans des conditions évidemment dramatiques. Ça fut un moment, j'imagine, difficile pour l'entreprise et pour vous. En interne, on nous dit que ça a été vraiment l'entreprise a eu comme un coup d'arrêt. Il a fallu une période de deuil pour pouvoir se remettre du départ d'une personne qui était aussi omniprésente, qui était vraiment dans l'ADN de l'entreprise. Oui, j'étais parti d'Apple juste à cette époque-là, mais à travers mes contacts, bien sûr, oui, c'était une épreuve, oui, c'était dramatique. Alors justement, en 2011, vous faites le choix de quitter Apple. Je propose qu'on en parle de vos au revoir et du Mac d'aujourd'hui. En 2011, Bertrand, vous annoncez votre départ d'Apple. Pourquoi ce choix à ce moment-là?
J'étais resté à Next et Apple, donc autour de Steve, pendant près de plus de 20 ans. Je voulais un peu voir le monde à l'extérieur, voir le monde des startups. J'avais peur aussi de commencer à me tarir sur les flux créatifs. Et puis, j'ai préparé ça quelques années avant. En fait, j'ai pris cette décision et j'ai embauché mon remplaçant avec qui j'avais déjà travaillé à Next, Craig Federighi, que je connaissais bien et qui est quelqu'un de génial. Je savais que ça serait en bonne main, en meilleure main avec Craig. Quand Craig a été prêt, je suis parti. Surnommé Air Force One, en raison de ses cheveux Absolument. qui ne sont pas du tout comme les miens, malheureusement. C'est une force, ça, d'Apple, de savoir justement, on l'a vu avec Steve et Tim Cook, on va en parler dans un instant de Tim Cook pour conclure cette émission, de savoir justement passer la main, perpétrer une relative culture Apple de conception de produits. On parle même d'université d'Apple Oui. qu'a souhaité Steve Jobs en son temps, avant son départ, et a préparé justement cela. C'est vraiment très important dans la culture d'Apple. Ah oui, c'est important de préserver la culture. C'est une culture qui est différente et maintenant je peux en attester en étant dans la Silicon Valley, outside Apple, pendant plus de 10 ans maintenant. C'est une culture unique. Il y a des recettes qui marchent pour cette culture qui ne marchent pas ailleurs. C'est une culture intéressante. Et ce qui explique qu'aujourd'hui, on retrouve encore des réflexes et cette culture de la conception produit. On va en parler dans un instant. Vous quittez donc Apple. En 2015, vous créez des startups. Donc, comme quoi le goût de l'informatique et de l'invention vous suit. Il y a d'abord une startup qui s'appelle Fungible, c'est ça? Ça, c'est ma deuxième C'est la startup. La première, première c'était dans le s'appelle cloud. Upzer, Ouais. dans le cloud. Et j'ai fait un certain nombre d'erreurs dans cette startup. L'une des erreurs, c'est de ne pas vouloir embaucher des gens qui venaient d'Apple parce que je voulais faire une rupture. Je voulais sortir du monde Apple, donc j'ai pas voulu embaucher des gens qui avaient l'expérience Apple. Donc c'est plus dur de créer une culture. Ouais. L'erreur numéro 2, ça a été de croire que les recettes qui marchaient à Apple vont marcher dans un startup. Et en fait, c'est des mondes différents, donc j'ai beaucoup appris. Et avec le deuxième startup que j'ai cofondé avec Pradeep Sindhu, qui était quelqu'un avec qui j'avais travaillé à Xerox PARC, nous avons évité ce genre d'erreur. Là, vous avez conçu une puce, je crois, c'est ça Oui, on a conçu une puce qui s'appelle le DPU, Data Processing Unit, et qui traite les données, toutes les données qu'on trouve sur l'Internet, le networking, le storage, et qui a une vitesse qui est à peu près un facteur 10 comparé à une puce Intel. Il s'est été racheté par Microsoft et vous avez rejoint à ce moment-là le rang de Microsoft. Une question de Jean-Marc Ouvray, qui est un fidèle tweetos dont on refait le Mac, je vous la lis. Quand Bertrand travaillait avec Steve Jobs et Jean-Marie Hulot, imaginait-il que Next Step serait un jour dans une montre, un téléphone et un casque, peut-être piloter un jour une voiture? Quel est son regard sur ce que fait Apple aujourd'hui? Large question. Oui, non, on n'avait absolument pas l'idée qu'on pourrait prendre quelque chose qui nous semblait assez lourd, tout ce code, et le faire tourner sur une montre ou un téléphone. C'était inconcevable. Je dirais même que lorsque l'iPhone est sorti, lorsqu'il y a eu cette présentation de l'iPhone, cette intro de l'iPhone, il y avait beaucoup de gens qui disaient non, c'est pas une vraie démo, c'est truqué. On peut pas faire tourner tout ce logiciel sur un téléphone. Ouais. J'ai appris une chose en regardant une conférence que vous avez accordée récemment à l'université, à l'école de, pardonnez-moi, j'ai oublié Saclay. De Saclay, Orsay. que en fait, lors de la démo, ce que je ne savais pas, la première démo en 2007, au mois de janvier, de présentation du prototype en fait de l'iPhone, c'était tellement un prototype que l'écran, c'était pas la dernière version, c'était un écran en plastique, c'est ça? C'était pas encore l'écran en verre, Gorilla Glass, ce qui explique que ça marchait pas super encore. Voilà, c'est aussi une vision d'un souhait Steve Jobs d'avoir un écran en verre. Hein. Oui, absolument. Alors, quel regard vous portez aujourd'hui sur le Mac aujourd'hui, cette transition qu'il y a eu il y a maintenant un peu plus de 2 ans sur la puce Apple Silicon, le design général des machines et l'évolution en termes de performance et peut-être d'ergonomie qu'il y a pu y avoir
ces dernières années. La transition de l'Intel, cette fois-ci, vers le processeur Apple a été complètement smooth. Ça a été un repeat de ce qu'on avait fait une dizaine d'années auparavant sur Johnny Intel. Sroji, c'est dur à dire, qui l'a mené, hein, c'est ça, cette transition. C'est Johnny Sroji, c'est ça qui a mené ça. Oui, sur le plan hardware, mais c'est Craig qui l'a fait sur le plan logiciel. Il y a toujours les deux parties. Je pense que la partie la plus difficile, enfin j'ai peut-être un bias, Oui, mais c'est c'est la votre partie software, parce qu'il y a toujours beaucoup de code à faire marcher. Mais donc ça a été, ça marche très bien. Les nouveaux processeurs consomment beaucoup moins de batterie et sont beaucoup plus puissants, donc c'est remarquable. Alors, oui, non, vous vouliez rajouter quelque chose? Aujourd'hui, Apple est en tête pour les puces. Depuis la première puce de la série A pour l'iPhone, mais maintenant même pour les portables, Apple est de loin en tête comparé aux autres compagnies. C'est aussi un énorme risque que prend Apple, parce qu'elle est seule, entre guillemets, même si elle a des ressources qu'elle n'avait pas du temps du PowerPC, mais c'est un énorme risque de se dire je me parie sur l'avenir et je devrais assumer tout seul la production de mes puces. C'est quand même... Oui, c'est un risque. L'intégration verticale Oui. augmente les risques, les multiplie, je dirais. Mais ça marche très bien pour Apple. On aurait pu craindre à un moment donné que lorsque l'iPad est arrivé, et on se souvient également de la keynote de Steve Jobs où il présentait l'iPad comme le futur de l'informatique et l'ordinateur un peu comme la camionnette de l'informatique, qu'à terme, l'iPad cannibalise le Mac, qui n'a absolument rien été. Ça vous a surpris, ça vous a rassuré, et ça va perdurer, vous pensez? Je pense que ça durera parce que la grosse différence, c'est le clavier physique. Et on ne peut pas quand même avoir sur un clavier en verre la même précision, la même capacité. Donc pour des usages techniques, que ça soit écrire du code ou que ça soit faire du graphique, des choses comme ça, je pense qu'il restera encore un intérêt au form factor qui est celui du portable. On a vécu il y a 4-5 ans une période un peu difficile pour le Mac en termes de conception avec des machines toujours sur puce Intel. On a vu qu'elles ont, j'en ai une devant moi, un magnifique design très affiné, mais des problèmes d'autonomie, des problèmes d'épaisseur, des disparitions de ports qui ont vraiment déstabilisé les utilisateurs. Il n'y avait plus que 2 ports ou 3 ports USB-C. L'arrivée de la Touch Bar qui n'a pas convaincu. On sentait qu'Apple était un petit peu à tâtonner à ce moment-là. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, le design matériel était tellement important au sein d'Apple qu'il a pris trop d'importance à un moment donné? Non, je pense qu'il faut essayer des choses. Quand on innove, on essaye. Si on n'essaye rien, on n'innove pas. Et donc, par exemple, la Touch Bar, c'est un très bon exemple. Il faut essayer. Ça aurait pu marcher, peut-être. Il faut persister pendant un moment pour être sûr que ça marche ou ça marche pas. Et puis, bon, ensuite, on change de cap. Il faut parler. Oui. Je trouve que c'est très bien d'Apple d'avoir essayé justement la Touch Bar. Alors, parlons de Tim Cook pour conclure. C'est aujourd'hui le dirigeant et le président, le CEO d'Apple depuis de nombreuses années. Vous avez également travaillé avec lui de nombreuses années. Quel regard, cette fois-ci, vous portez sur sa direction, sa personnalité, sa manière de manager qui est totalement différente de celle d'un Steve Jobs? L'Apple V2, c'est quand Apple revient. C'est quand Steve revient à Apple et c'est une nouvelle version d'Apple. C'est plus la première version. Avec Tim, c'est une Apple version 3 et c'est différent. Il y a des choses que Steve faisait qui n'étaient pas forcément les meilleures. Je vais prendre un exemple. Lorsqu'il y a un nouveau produit, il y a toujours une transition qui est délicate entre l'ancien et le nouveau. Et donc Steve voulait toujours drainer le pipeline de l'ancien pour arriver à sec quand il y a le nouveau.
et donc avoir une grosse demande, garantir le succès du nouveau d'une certaine façon. Et c'est très bien pour le marketing, l'aspect marketing, c'est bien aussi pour les ventes initiales, mais ça laisse une période sèche où il y a peu de ventes. Et donc, quand on regarde historiquement, il y a eu un certain nombre de transitions. La plupart se sont bien passées. Il y en a certaines qui se sont un peu moins bien Vous passées. donnez un exemple concret, par exemple? Oh ben ça, c'est toutes les transitions entre les iPods version N et version N+1, les iPhones, tout ça, les Mac aussi. Je pense que Tim, ayant tout le background opérationnel, fait ça beaucoup mieux, où on arrive à marketer les versions nouvelles, mais on garde quand même les vieilles versions. Et donc, je crois que pour les téléphones, il y a 3 versions qui se vendent encore à différents points dans le monde, etc. Ce qui est plutôt bien pour la planète, c'est la durabilité de ces produits. Voilà. Et c'est très bien parce que les versions nouvelles ont très peu de marge. Les versions nouvelles, bon, il y a encore des choses à comprendre, pour le rendement, etc. Les versions anciennes ont une très grande marge. Donc, sur le plan financier, c'est très bien de faire cette transition de façon smooth. Donc ça, c'est un exemple de choses que Steve ne Très faisait, concrète. je pense, pas optimalement, et que Tim fait de façon excellente. Il y a un management différent aussi. Il y a un management différent, il y a aussi une ouverture sur le monde, une acceptance de la diversité, que Tim est très fort, a fait ça très bien. Travailler avec la Chine, ce qui n'est pas facile, et là aussi, kudos pour Tim pour faire ça. On lui reproche souvent de ne pas être aussi investi dans la conception des produits comme vous l'avez si bien décrit avec Steve Jobs. C'est vrai? Je ne suis plus dans la compagnie, mais ce n'est pas dans le background de Tim d'être aussi involvé avec les produits que l'était Steve. Très bien. Alors, dernier chapitre de cette émission, si vous le voulez bien, on va parler du Mac demain. Le Mac demain, et on enchaîne avec une question de Christophe Degrave. Purée, mais j'en fais quoi, moi? J'ai plus de CD-ROM, plus de DVD-ROM. Obsolescence programmée, moi je vous le dis, j'en fais quoi, moi, maintenant, de mes DVD, de mes CD? Ouais, Tim? C'est Christophe. Faudrait vraiment qu'on parle. We have to speak about the CD-ROMs and the DVD-ROMs in... Tim? Bertrand, blague à part, quels conseils pourriez-vous donner aux développeurs de systèmes d'exploitation afin qu'ils puissent rester innovants, cohérents et pertinents dans l'avenir de l'informatique, alors qu'on sait que la technologie est vraiment un environnement toujours changeant? Merci beaucoup. Alors, une première chose, c'est que quelque chose que Apple fait très bien, c'est justement d'obsoléter les vieilles technologies. Parce que si on ne fait pas ça, on ne peut pas progresser. Donc, y a une durée de vie à ces technologies, et donc Apple marche toujours de l'avant, et ça, je pense que c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce qui va changer les choses dans le futur? Eh ben, il y a une chose évidente, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va tout changer. Alors bien sûr, il y a des challenges pour la faire tourner sur des petits devices, mais les petits devices sont maintenant connectés pratiquement tout le temps à l'Internet. Donc à l'Internet, on a des tas de milliers de GPU qui sont pour faire justement des inférences à toute vitesse. Voilà, j'en ai attrapé un rhume. Pardonnez-moi. Alors, un mot au sujet de l'IA générative. Si on vous convient, c'est le next big thing. C'est vraiment la prochaine étape. Ça va être la prochaine évolution, comme a été en son temps l'arrivée du Mac ou l'arrivée de l'iPhone en 2007. Vraiment, c'est ça pour vous? Ah non, c'est beaucoup plus grand que l'arrivée de l'iPhone, et c'est beaucoup plus grand que le Mac, et c'est beaucoup plus grand que l'Internet. C'est parce que c'est sur l'intelligence. Et on est au tout départ. Ça a démarré, voilà, bon, ça dépend comment on compte, mais disons 1 an, au moins pour le côté grand public. Et le moins qu'on peut se dire, c'est qu'Apple est pour le moins discret sur cette technologie d'IA générative, LLM et compagnie. Ça vous inquiète? Ou parce que c'est normal, plus du Oui, ça secret? m'inquiète un peu, oui.
Vous avez développé un petit peu. Non, je pense qu'il devrait en faire plus et je pense que avoir le rythme annuel avec les WWDC, c'est un domaine qui va à toute vitesse. Voilà 3 mois, la LLM la plus performante, au moins dans l'open source, est très différente de celle voilà 2 mois, et très différente de celle voilà 1 mois. Depuis 1 mois, c'est Mixtral. Et donc tout ça, c'est des développements qui se font à la semaine. Et donc avoir un rythme de croisière qui est tous les ans, c'est un peu lent. Donc, on a bien le sentiment qu'Apple n'a pas perçu l'émergence et la nécessité de mettre le paquet là-dessus. Il semblerait que les choses bougent. On a vu des annonces récemment autour d'un langage LLM qui arrive chez Apple. Mais ça semble être assez en retard. Et on aura certainement les premières les esquisses de ces développements dans les futurs macOS, j'espère, dès la WWDC au mois de juin prochain. Portons-nous sur l'avenir du Mac. Quel regard portez-vous sur l'avenir du Mac? Pensez-vous que l'ordinateur personnel a encore de l'avenir à l'heure des interfaces tactiles, des smartphones et autres tablettes? Absolument, absolument. C'est un form factor. Les form factors, c'est relié à la morphologie d'un humain. Et donc, le portable est un form factor qui restera. En revanche, je suis moins confiant pour le desktop, celui Ordinateur de bureau. genre iMac. Alors moi, à titre personnel, c'est une question, rien que pour moi, j'ai une grande frustration de ne pas avoir de Mac tactile. Aujourd'hui, le tactile a été popularisé, du moins le multitouch par Apple. Il est présent sur tous les devices d'Apple, sauf sur le Mac. Est-ce que c'est votre faute? C'est vous qui m'avez, entre guillemets... Non, c'est pas ma faute. Ou c'est un choix, c'est un choix conscient, qu'avait fait Steve. Et j'avoue que je suis assez d'accord avec ce choix. Pourquoi? Parce que quand on a un écran tactile, eh bien, d'abord, on va avoir une hésitation. Il y aura 2 endroits où on peut aller pour pas taper du texte ou clavier pour ou cliver des boutons. Il y a la souris, il y a maintenant l'écran tactile. Hésitation, c'est ce qu'on veut pas dans une user interface. D'accord. Et puis, bon, l'écran sera sale. Il y aura des traces de doigts. Alors, quand on regarde un iPad, on le regarde en droit, à 90 degrés. Mais c'est pas le cas pour... c'est pas le même angle pour un portable. Donc, je pense que si on peut toucher, et ben à ce moment-là, il faut mieux avoir un iPad directement. Alors, on voit aujourd'hui qu'il y a, entre-temps, entre le moment où vous avez quitté Apple et aujourd'hui, une nouvelle génération d'utilisateurs qui sont arrivés, qui ont grandi avec cette interface tactile. Mon petit garçon qui a 7 ans, son réflexe, quand je travaille sur mon Mac, c'est de venir toucher l'écran, pas toucher le clavier. Voilà. Est-ce que ça va dans le sens de l'histoire? Est-ce que vous pensez qu'à terme, cette interface tactile devrait arriver? Je pense qu'on continuera à avoir une certaine variété dans les form factors. Il y a donc le portable, il y a l'iPad, il y a l'iPhone. Je pense qu'avec l'AI, il va se créer des nouveaux form factors. Il y a Human, qui est fait par d'anciens d'Apple, qui essaye quelque chose, un clip qu'on met sur sa chemise. Il y a d'autres choses qui sont essayées. Je pense que quelque chose va arriver vis-à-vis de ça. On parlait d'avenir et de la nécessité d'investir dans l'IA générative. Apple met le cap sur Apple Vision Pro qui arrive aux États-Unis au mois de février. Vous allez en acheter un? J'attendrai probablement un peu qu'il y ait des applications. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce développement? Est-ce que pour vous, c'est vraiment l'avenir de l'informatique? On le présente comme l'ordinateur spatial. Qu'est-ce que vous pensez de ce produit? Est-ce qu'il va lui falloir du temps? Je pense qu'il faudra du temps, il faudra des applications et il y aura des applications particulières, par exemple dans la conception, dans le design, tout ça, ça peut être un accessoire qui est critique. Maintenant, est-ce que vous allez mettre ça quand vous m'interviewez? Je ne pense pas. Donc je pense que les différents form factors ont chacun un rôle. C'est comme la montre. La montre, tout le monde n'en met pas. Et là, on voit véritablement la différence qu'il peut y avoir entre la période de Steve Jobs et la période moderne d'Apple avec Tim Cook. C'est-à-dire que Tim Cook n'hésite pas peut-être à sortir un produit qui n'a pas encore, je dirais, une maturité totale et laisse le marché se l'accaparer et le laisser maturer, alors qu'un Steve avait besoin de créer un effet waouh d'emblée. Hein. C'est 2 approches différentes. Oui, c'est vraiment la marque de fabrique de Tim je aujourd'hui. suis d'accord, oui. Bien.
Je crois qu'on a à peu près fait le tour, si ce n'est sans jeu de mots, quelle va être la next step, mon cher Bertrand, en ce qui vous concerne, si on peut en parler. Quelque chose qui a à voir avec l'intelligence artificielle. Bon, j'espère que vous ferez le plaisir de revenir nous voir pour nous en parler. Merci infiniment, Bertrand, d'avoir fait un détour jusqu'à Paris et rue La Boétie, ici au village Bassia, pour venir témoigner de ces belles années autour d'Apple et de macOS 10. Merci infiniment. Ça nous touche énormément, toute l'équipe de Refait le Mac, de vous recevoir et d'avoir pris beaucoup de plaisir à vous écouter. C'était tout à fait religieux pour nous de vous écouter. On a pris énormément de plaisir. Voilà, c'est la fin de ce 501e épisode d'En Refait le Mac. Merci infiniment de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre cycle d'émissions. Cette fois-ci, on va recevoir Jean-Louis Gasset, un autre grand français de la Silicon Valley qui a créé Apple France, qui a lancé le Mac en France et qui a succédé à Steve Jobs, rien que ça, à la direction du Mac hardware chez Apple à Cupertino. Il a plein de pépites à nous raconter. Rendez-vous dès la semaine prochaine. À très bientôt, Bertrand. Et merci encore d'être venu. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le petit pouce et on se retrouve dès la semaine prochaine. Encore merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.